Bonjour et bienvenue. On en est à notre cours numéro 5 sur l'éducation. Nous sommes dans un environnement très agréable. Il fait très beau à Miami. Et voilà, on va commencer. On va dédier ce cours aujourd'hui. C'est la Iloula de Baba Sali. Alors, par le Zérout du Tzaddik, que Hachem écoute toutes nos prières, Bezrat Hachem, qui donne un bon zivoug à toutes celles qui ne sont pas encore mariées, au meilleur moment, dans les meilleures conditions pour elles, Bezrat Hachem. On va dédier ce cours pour cette liste des patients. Hein? Ah ouais. Mais aussi mais surtout, pour la réfoua chez les mains de deux mamans, deux copines à moi, de trois mamans, pardon, il y en a une troisième, Madeleine Bat Esther, Jacqueline Bat Aziza, et attends, il y en a une autre, je les ai mis dans les Tilinia. C'est Rachel Bat Yvonne. Que Hachem leur donne une réfoua chez les mains Bekarov. Et il y a aussi la mamie de Mélissa, pas toi Mélissa, mais une autre Mélissa, Julie Bat Mesodi, que Hachem fasse que tous les examens soient bons, que toutes celles qui doivent subir les opérations, ça se passe bien, qu'il amène aussi une réfoua chez les mains à tous les malades. Et pour Sadi Bat Rivka, Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Luna, Malka Chaya Bat Simi, Franck Nathan Ben Désiré Rivka, Keti Rivka Bat Mesaouda, Talia Yaakov Ben Sarah, Shira Yafa Bat Sarah, Aaron Ben Gracia, Linda Sarah Bat Gabi Simcha Bat Kuka, Ruth Mesaouda Bat Sultana, Meir Ben Sari, Adiel Ben Shoshana, Akiva Ben Esther, Jean-Marc Mordechai Ben Arlet Zeina, Odelia Simcha Bat Hana, Avraham Yehoshua Ben Sultana, un bon zivoug pour Ruth Raya, Bat Sabrine Myriam, tu m'enverras comme ça je le marquerai. Sarah Mesaouda Bat Sultana, Shmuel Ben Sarah, Grégory Moshe Ben Corinne, David Avraham Ben Gila, Myriam Batraya, Yaniv Ben Yona Arlet, Linoy Refaela Bat Esther, Emma Bat Pascal Ruth. Des bébés en bonne santé, Bezrat Hachem, pour Efrat Moran Bat Lisa, Mélissa Esther Bat Léa, Lélida Kala Margot Sarah Bat Sarah. Et voilà, si vous avez d'autres personnes, n'hésitez pas à les dire maintenant. Alors, on commence. Donc, juste pour notre amie Ruth qui est là avec nous, je vais juste vous mute parce que je sais que vous êtes dans la cuisine et cuisinez bien. Ok, donc en gros, on est en train d'étudier un livre qui s'appelle S'élever avec ses enfants, qui a été écrit par Vanessa Benzaken et Joy Galan, et qui suit les enseignements du Rav Yeriel Jacobson, d'Israël. Et donc là, on en est toujours en fait à l'outil de la discipline. On voyait il y a quelques semaines que pour réussir une éducation, il y a trois dynamiques qu'il faut respecter et qui vont ensemble. Il y a qui est représenté un petit peu par ce schéma de la maison, d'accord, qui est en fait l'amour et l'affection en tant que fondation de la maison, les murs qui vont représenter la discipline et le toit qui va représenter la protection par l'encouragement, d'accord. Et donc, en fait, on a vu pour le moment la discipline, de quoi on parle quand on parle de discipline, qu'est-ce que c'est que la discipline, en quoi c'est un élément essentiel pour l'éducation d'un enfant, pour la construction d'un enfant, comment lui-même va aller chercher à recevoir de la discipline, également que la discipline, c'est un chesed que le parent procure à l'enfant pour lui permettre justement de se construire. On parlait il y a 2 semaines, enfin, il y a 2 cours, puisqu'on a fait une petite pause pendant les vacances, de l'autodiscipline qui découle naturellement de la discipline que les parents instaurent à la maison, d'accord? Et que l'autodiscipline, c'est le meilleur outil pour la réussite de l'enfant, pour trouver sa mission, pour être, en fait, c'est comme une sorte de moteur, d'accord, qui a une sorte de dynamo. À chaque fois que la personne utilise cet outil d'autodiscipline, et bien tout simplement, il avance davantage vers son but et son objectif. Okay, la semaine passée, on a fait quelques exercices que je mettrai sur le chat pour celles qui veulent les refaire ou celles qui ne les ont pas encore fait.
Et en fait, on en était là. Donc, on en était, comment est-ce qu'on va parfois devoir passer outre un conflit? Comment est-ce qu'on va faire? Alors, il y a une manière, nous dit Rav Jacobson, pardon, j'ai pas fait mon télim. Shir Amalot, Ashre, Kol Yere Adonai, Haolam Midrachav, Yagia Kapecha, Kitochel, Eshrecha, Betovlach, Eshtecha, Kegefen Poria, Biarkete, Vetecha, Banecha, Kishtile, Zetim Saviv, Leshulchanecha. Inechecha, Nivra, Gaver Yere Adonai, Ivarechecha Adonai Mitzion, Ure Betu Yerushalayim, Kol Yemechayecha, Ure Vanim Levanecha, Shalom en Israël. Donc, parfois, on se retrouve face à un conflit avec ses enfants. Et croyez-moi, plus ils grandissent et plus ça arrive de manière fréquente. C'est-à-dire qu'il y a des conflits à l'âge de 2 ans, d'accord? On appelle ça les terrible twos aux États-Unis, les terribles 2 ans. Mais je trouve que les terribles 2 ans ne sont pas si terribles que ça. Quand on arrive à l'adolescence, je trouve que c'est un peu plus challenging. Donc, est-ce qu'il nous dit le Rav Jacobson, il faut avoir l'intelligence d'éviter les conflits inutiles. Donc, il faut choisir ses batailles. Vous connaissez cette phrase, choisir ses batailles, d'accord? C'est-à-dire que, en fait… Esther, excuse-moi, on est toujours dans l'autodiscipline ou on a passé dans… Enfin, on est dans la discipline. La discipline, ok. On termine aujourd'hui la discipline et on va passer à l'affection. D'accord. Ok. Donc là, on est savoir passer outre les petits conflits inutiles, qui ne sont pas forcément des petits conflits parfois, en fait. En fait, vous vous souvenez, quand on débutait cette notion sur la discipline, on disait il y a une chose qui est essentielle, c'est d'avoir une ligne conductrice, c'est-à-dire de savoir s'asseoir avec son mari, de discuter d'une chose essentielle, c'est quelles sont les valeurs de notre foyer. Quelles sont les valeurs que je veux absolument transmettre à mes enfants à terme. C'est quelque chose d'essentiel. Et c'est quelque chose qui va définir, en fait, le système de règles qu'on va ensuite créer pour transmettre ces valeurs. Les règles, elles sont uniquement là pour être des sortes de vecteurs pour permettre à l'enfant de continuer ces valeurs que l'on a décidé de mettre en exergue dans notre famille. D'accord ? Donc, en fait, si on a ça en tête, si on a ce système de valeurs en tête, d'accord, on va dire qu'il y a à peu près 4, on va prendre 4 ou 5 valeurs, on ne va pas en prendre 10 000, d'accord, parce que c'est les 4 valeurs ou 5 valeurs essentielles. Ces valeurs-là, eh bien, c'est celles sur lesquelles on va aller se battre pour les batailles. Et tout ce qu'on considère pas essentiel, on va éviter d'aller se battre dessus. Par exemple, on a la valeur, je ne sais pas, de la famille, d'accord, la valeur de l'honnêteté, la valeur je sais pas ce qu'on peut dire, du respect. On a la valeur du travail et la valeur de l'effort, d'accord? On va prendre ces 5 trucs-là. On n'a pas, par exemple, la valeur du… peut-être que, par exemple, la politesse à table, ce n'est pas le truc le plus important. Pas la politesse, pardon. Les bonnes manières à table, ok? Voilà. Donc, peut-être que si jamais on voit que dans la journée, on a déjà dit un certain nombre de fois, on a déjà recadré l'enfant un certain nombre de fois, et qu'à table, il va manger comme ça, d'accord? Eh bien, on va éviter d'aller chercher la petite bête sur sa tenue. Pourquoi? Parce que si on a déjà recadré pendant la journée l'enfant sur plusieurs choses qui font partie de nos valeurs essentielles, alors ça, on va le laisser de côté. Pourquoi? Parce que si nous, on se tient bien à table, l'enfant, à un moment, il va apprendre à se tenir bien à table. Une petite pensée pour Élodie Esther, pour qui c'est très important. Et je me souviens, on en a parlé, je crois, la semaine passée ou la semaine d'avant. Et c'est vrai que si, en revanche, ça fait partie de votre système de valeurs, que pour vous, c'est essentiel la tenue à table, alors ok, on va prendre celle-là et puis on va être plus flexible sur autre chose. Mais on ne prend pas plus que 4-5 valeurs parce que sinon, ça fait un système de règles qui est trop complexe. Et encore une fois, si Hachem nous a donné les 10 commandements, ben nous, on ne va pas mettre 12 commandements dans la famille. D'accord? On va prendre 10 commandements au maximum. Moi, je recommande 7. Okay? Donc, 7 règles qui sont des règles indiscutables. Et le reste, on va essayer d'être un peu moins regardant. Okay? Donc, il faut savoir, par exemple, fermer les yeux à bon escient. Aussi, c'est très important,
Et on le verra dans tout ce qui est ensuite développement de l'affection et de l'encouragement, c'est que parfois, quand on fait des remontrances à son enfant, qu'on essaie de le recadrer par rapport à quelque chose, si on voit que ça va venir le mettre en confrontation avec notre système de valeurs, par exemple, si on voit que l'enfant, il a menti, d'accord, sur quelque chose, on voit qu'il a fait une bêtise ou qu'il a menti sur quelque chose, et que nous, on a dans notre système de valeurs l'honnêteté. Alors, quel va être l'intérêt d'aller dire à l'enfant, d'aller lui faire dire « j'ai menti ». Ah oui, je suis un menteur, ah oui. Parce qu'en fait, il va se sentir du coup très humilié. Il va se sentir ne pas faire partie de la valeur familiale, ne pas appartenir au clan. Et ce n'est pas forcément bien de le relever dans ce sens-là. En revanche, on peut le dire différemment. On peut essayer de l'encourager quand lui, il dit les choses honnêtement. Je suis tellement fière de toi. Tu as vu comme tu es quelqu'un d'honnête. Papa et maman, ils adorent cette qualité chez toi. Parce que le fait qu'on l'encourage quand il est honnête et on ferme un peu les yeux quand on voit que c'est des choses qui ne sont pas honnêtes. On ne parle pas d'avoir volé une banque. Hein. On parle d'un petit mensonge. C'est toi qui as pris ce chocolat? Non. Alors qu'il a du chocolat partout autour de la bouche, d'accord? Ouais, tu es un menteur, regarde, enfin, tu as du chocolat autour de la bouche. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Alors, en revanche, la prochaine fois qu'on va voir qu'il a un comportement dans lequel il démontre la qualité de l'honnêteté, alors on va lui dire, waouh, mais regarde, ça ne m'étonne pas du tout de toi, tu es tellement quelqu'un d'honnête, tu es formidable, je suis fière de toi. Et le fait qu'on l'encourage à ce moment-là, ça, ce sera plus dans la partie encouragement, mais on en parle maintenant parce que ça fait aussi partie du fait de fermer les yeux parfois sur certaines petites choses qui vont amener à lui coller une étiquette négative sur lui, d'accord, vaut mieux éviter ça et se focaliser en fait euh, sur d'autres choses, sur ses qualités, sur cette même qualité qu'on considère qu'il a dans le positif, plutôt que de lui pinpoint avec le doigt, de lui montrer, voilà, là, tu ne l'as pas respecté. Tu n'as pas eu cette qualité alors que c'est pourtant pour nous tellement important. D'accord? Mais Esther, comment tu gères, par exemple, si tu vois l'enfant, il tease, tu vois comment dire, tu vois comment, si, en fait, c'est exprès pour tester les limites et pour je sais pas, attiser le feu un peu. Est-ce que tu as un exemple? Bah, je sais pas, si par exemple, je sais pas, un enfant, ok, par exemple, on va reprendre l'exemple de ne pas mentir. Ouais. Et exprès, tu vois, si par exemple, si c'est la valeur number one ou quoi, si exprès l'enfant va te dire ouais, bah aujourd'hui, j'ai pas dit la vérité à l'école, ou alors il va faire exprès de faire un mensonge, mais tellement gros qu'il sait que tu vas t'en rendre compte. Ou alors, je sais pas si par exemple. Pourquoi est-ce qu'il fait ça d'après toi? C'est pour attirer ton attention. Oui. Donc à ce moment-là, tu vas lui dire, tu sais quoi, ça m'étonne de toi que tu fasses ça parce que moi, je te connais. Et toi, tu es quelqu'un de très honnête. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Pourquoi est-ce que tu as fait ça éventuellement? Est-ce que tu peux se poser la question, pourquoi est-ce que tu as agi comme ça? Ça ne te ressemble pas. Tu vois, tu détaches toujours l'action de l'enfant. Parce que s'il fait ça, c'est parce qu'il a envie. En plus, comme tu dis, s'il veut te mettre sous les yeux qu'il a fait ça, Ouais. d'accord, et ben en fait, c'est parce qu'il veut ta réaction. Il veut ton attention. Il veut peut-être te choquer pour que. Alors pourquoi? Parce qu'il a besoin peut-être que tu sois un peu plus attentif à ce qu'il dit, ou parce qu'il a besoin de passer du temps avec toi, ou parce qu'il a besoin que tu le remettes, tu le recadres. D'accord? Donc, donc, tu peux lui dire, mais tu détaches toujours l'action de sa personne. Toi, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu es un sadique, toi, tu es toujours dans le émettre. Ça m'étonne que tu agis comme ça. Peut-être que c'est parce que tu ne te sentais pas bien aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'école, tu veux m'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Qui sentent que justement, à ce moment-là, s'il fait ça, c'est parce qu'il veut il veut te tendre une perche pour que tu lui dises alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu agis comme ça? Ça ne te ressemble pas. Ouais. Ça répond à ta question? Oui. Oui, ouais. Mais bon, après, je sais, je comprends, mais après, si c'est, par exemple, c'est répété, par exemple, imagine, on va reprendre, je sais pas, même un autre exemple. Si tu as un enfant, par exemple, qui fait pas cette fille-là, Ouais. et que pour toi, c'est important que l'enfant fasse la fille-là, Mhm. et bah, tu peux pas lui dire, ça te ressemble pas de pas faire la fille-là quand tu vois qu'il veut jamais la faire.
Eh bien, tu peux lui dire, il a quel âge? 10 ans. 10 ans. OK. Tu peux lui dire, par exemple, je vois que c'est difficile pour toi de faire cette fille-là. Salut Débo. Je vois que c'est difficile pour toi de faire cette Salut fille-là. les filles. Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Au Hachem, je reviens de vacances et il y en a un qui a été cas contact. Donc, du coup, je suis réenfermée à la maison. Oh my God. Enjoy that moment. Merci. Merci beaucoup. Il faut que je t'appelle pour catch-up. Bon, en tout cas, alors on était en train de poser la question, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un enfant, par exemple, qui va... donc là, en fait, ce n'est pas pour te teaser, Johanna, hein, je pense. Je pense que c'est parce que peut-être c'est pas évident pour elle de faire cette fille-là. Et tu peux lui poser la question d'abord, tu peux lui exprimer, tu sais que c'est important pour nous de faire la fille-là, mais est-ce que, pourquoi c'est difficile pour toi? Tu peux lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ce soit difficile? Qu'est-ce qui te gêne dans la fille-là? Et ça peut être un enfant qui est très créatif, par exemple, et qui va se dire, ben moi, j'ai l'impression que dans la fille-là, c'est trop robotisé, entre guillemets. Ça ne représente pas ce que moi, j'ai envie d'exprimer à HM. Alors, OK, comment est-ce que tu as envie d'exprimer les choses à HM? Alors, Ok. ouais, comme, moi, je préfère lui parler. OK, d'accord, c'est intéressant, tu préfères lui parler. Et est-ce que tu sais qu'en fait, nos sages, ils ont mis en place tout un système de tefila parce que justement, il y a un sens caché à cette tefila et elle permet de nous aider à nous élever dans notre connexion à Hachem. Mais déjà, si tu lui parles, c'est magnifique. Bravo, je suis fière de toi. Ou sinon, si elle ne lui parle pas, tu peux lui dire, et toi, comment est-ce que tu te connectes à Hachem? Parce qu'en fait, la prière, c'est un moyen de se connecter. D'accord? Et c'est aussi Ouais. un moyen de te transformer. Parce que les hits palel, c'est réflexif. C'est une action sur le sujet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prie, non seulement je me connecte à Dieu, d'accord? Je parle de ma bouche et lesquels, d'accord, vers Hachem, mais en même temps, c'est les hits palel. C'est vers moi aussi que je parle, d'accord? Et lorsque je parle à Hachem, comme quand je parle à une copine, d'accord? Eh bien, je suis en train en même temps de libérer tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, de poser la question à Hachem, de reconnaître en même temps à quel point moi, j'ai besoin je comprends, pardon, que Hachem, c'est celui qui peut être mon aide, mon soutien, c'est lui qui crée tout, c'est lui qui sait tout, d'accord? Donc en fait, je me fais en même temps du bien. Mais tu peux lui dire, par exemple, et toi, comment est-ce que tu aimes te connecter alors avec Hachem? Qu'est-ce qui te fait du bien? Comment est-ce que tu ressens que tu parles avec Hachem? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas grave qu'elle ou qu'il ne fasse pas cette fille-là à 10 ans. Parce que Oui. si tu n'es pas à 10 ans, dans le cadre dans lequel tu es, c'est pas parce qu'elle ne ressent pas une connexion. C'est peut-être parce qu'elle cherche un moyen à elle de se connecter. Tu vois? Ok. Et que de toute manière, elle est dans un cadre où elle va la faire, la fille, à terme. Mais il y a un challenge, et c'est très courant chez les enfants de personnes qui ont fait tchouva, c'est que nous, on a fait tchouva, d'accord? Donc nous, on est tombé en amour, comme disent les Canadiens, d'accord? On est tombé amoureux d'Hachem. Donc quand on prie avec notre cœur, c'est comme si on récitait un poème, comme si on se connectait à l'amour de notre vie. Donc forcément, c'est quelque chose de très élevant et très inspirant et c'est une expérience très forte. Mais un enfant qui va dans une yeshiva ou qui va dans une école religieuse et qui apprend de manière automatique à prier, c'est un peu frustrant. C'est pas si facile que ça de trouver comment se connecter à travers ce mécanisme automatique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tout à fait possible qu'à un moment, certaines personnalités aient envie de trouver leur propre moyen de se connecter. Pour eux, c'est pas satisfaisant ça. Et c'est peut-être les gens qui ont le plus de connexion avec Hachem qui font ça. Moi, je vois, j'ai un de mes enfants qui a aussi ça lui plaît pas, quoi. Il me dit, mais il le fait, mais il dit, mais après, il faut que je parle avec Hachem. Ça me satisfait pas, ça. Ouais. Tu vois? Parce qu'en fait, c'est aussi, ils vont trouver en grandissant. Il ne faut pas s'inquiéter à partir du moment où ils voient que toi, quand tu te connectes avec Hachem, quand tu fais ta fila, tu es dans une connexion directe. Tu le fais avec amour, tu le fais avec cœur. Elle est juste en train de définir sa propre relation avec Dieu. Elle la cherche. Donc, je pense que si
Si on lui impose, il y a des personnalités, si on leur impose les choses, ça va les faire… ouais. Ouais, c'est dur de trouver la balance parce que des fois, quand tu es trop gentil, tout ça, machin, après, tu. Après, c'est pas pour ça qu'il y a. Enfin, tu vois, il y a la discipline, mais bon, c'est. It's a fine line, tu vois. Je sais pas comment m'exprimer vraiment, mais. Mais il faut, tu vois, il y a une chose vraiment super importante dans nos vies de femmes qui ont fait des chouvas, on va dire, ou dans nos femmes qui se sont reconnectées, c'est que on attend beaucoup de nos enfants. Tu vois, parce que nous, on a fait cette démarche, alors on se dit, mais c'est normal. Attends, j'ai fait tous ces efforts. Mes enfants, il faut qu'ils soient à la hauteur, il faut qu'ils suivent, il faut qu'ils… Mais on peut que les inspirer, on peut que leur donner le bon cadre à l'école, leur mettre le cadre à la maison. Mais après, il faut accepter aussi que si jamais on est trop dans la rigidité, ça peut, surtout dans cette génération-là, avoir l'effet inverse. Ça peut. Donc, il vaut parfois mieux. D'abord, il faut demander à son rave. Ça, c'est sûr. Il ne faut rien faire sans demander à son rave. Mais le rave, il peut dire certaines choses auxquelles nous, on n'aurait jamais pensé qu'il allait dire oui, dans le but que l'enfant ne se déconnecte pas. Parce qu'on ne vit pas Méa chez Harim, on vit à Miami. On vient d'un monde qui est différent de celui dans lequel ils sont eux. Et que malgré tout, on a ça avec nous. Et c'est aussi notre beauté à nous qui avons choisi d'extraire cette vie intérieure et matérielle pour l'élever. Tu vois ce que je veux dire? C'est un plus, en fait. On incorpore une partie encore du monde qui est… C'est un enrichissement. Donc, c'est très bien. Mais l'enfant, lui, il peut parfois sentir que c'est contraignant. Donc, il faut balancer. Il faut demander au RAV ce que tu peux faire ou non, ce que tu peux dire ou non. Est-ce qu'il faut que… Et même au RAV de l'école, tu vois, au Rosh Shiva ou quoi, tu lui demandes qu'est-ce que vous en pensez. C'est dur pour elle. Est-ce que je dois vraiment faire en sorte que son CDR il soit à la maison, machin, ou est-ce que j'encourage à se connecter, à communiquer? Est-ce que je fais exprès de prier devant elle pour qu'elle voit? Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut toujours, moi je pense, mais après, je te dis, vois avec ton rap, qu'en inspirant l'enfant, en nous voyant, c'est ce qui reproduira au final. Si on est émette et si on est bien avec ça. Ok, merci. Bien sûr. Si tu veux, tu peux aller, regarde, tu passes la piscine et sur ta gauche. Voilà. Ensuite, il y a une… comment est-ce qu'on alimente la dynamique d'obéissance? Très intéressant ce qu'il dit. Il dit qu'il faut multiplier les occasions où l'enfant se voit obéir. S'il y a quelque chose que l'enfant fait facilement sans qu'on lui demande, alors on va essayer justement de lui donner l'injonction quand même s'il le fait naturellement et facilement, parce que ça multiplie les occasions où l'enfant il se voit obéir à ses parents, sans que ce soit une contrainte. On a perdu Johanna. OK? Ensuite, on va offrir des choix fermes. On va essayer de pas offrir un éventail énorme de choix. Et dans le cas du stade du non, comment est-ce qu'on va réagir? Par exemple, si un enfant rechigne à s'habiller, on peut lui dire, alors tu préfères mettre la robe bleue ou la robe rose? D'accord? Johanna, tu n'étais pas là quand on parlait de ça, on dit il faut offrir des choix fermes. Si par exemple, tu es au stade, je ne sais pas, avec une des petites, du non, d'accord? Je ne veux pas mettre ça, je ne veux pas mettre ça. Alors, tu ne vas pas commencer à lui faire une paracha sur si, mais enfin, tu ne vas pas aller en pyjama à l'école, d'accord? Donc, tu lui dis, OK, alors, tu vas lui offrir deux options. Tu vas mettre la robe rose ou tu vas mettre la robe bleue? OK? Parce que du coup, il n'y a plus l'option, je ne vais rien mettre.
Si tu et qu'elle continue à te dire non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, d'accord, et ben, tu vas essayer d'utiliser ta créativité pour trouver comment le faire, mais tu vas offrir des choix limités. Par exemple, c'est l'heure du bain, d'accord, et tu vois que ta fille, elle ne veut pas prendre son bain. Tu vas lui dire, OK, alors tu préfères prendre le bain dans 10 minutes? OK? Tu veux prendre le bain maintenant ou dans 10 minutes? Comme ça, elle a le sentiment qu'elle a quand même un libre arbitre, elle peut choisir quelque chose, OK? Et en même temps, c'est quand même limité. On ne va pas commencer à dire, bon, alors que, ah, tu ne vas pas prendre ton bain? Bon, bah alors, quand est-ce que tu vas prendre ton bain? Elle va dire, bah, jamais. Ou alors, dans 1 heure, ou après avoir mangé. Ouais. Non, tu lui fais un choix avec deux options. OK? Et après, si dans 10 minutes, ils y vont toujours pas, ils veulent toujours pas y aller. Comment tu fais? Promis, bah, tu t'engages avant, tu t'engages. Donc, tu m'as dit que maman a dit, c'est l'heure du bain maintenant. Je t'offre la possibilité d'y aller maintenant ou dans 10 minutes, mais c'est dans 10 minutes, chérie. On y va. Et s'il ne veut pas, tu le prends. Ça dépend de son âge aussi. Tu la prends. Tu avais promis à maman. Une promesse est une promesse. Dans la famille, on tient ses promesses. Hop, on y va maintenant. C'est l'heure du bain. OK. Ensuite, on accorde ici à l'enfant un espace défini. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut qu'il sente qu'il est autonome dans un espace qui est défini. D'accord? Parce que du coup, tu es quand même maîtresse du référentiel. C'est-à-dire que tu sais vers où tu le diriges. Mais il sent quand même une certaine autonomie. Parce que, surtout cette génération-là, ils ont vraiment du mal à ce qu'on leur impose une autorité STAM, genre militaire. D'accord? C'est comme ça parce que papa a dit que c'est comme ça, alors maintenant c'est comme ça. D'accord? Donc là, tu lui offres quand même un choix. Voilà, c'est soit vous venez manger, soit vous prenez votre douche et vous venez manger, soit vous mangez maintenant et vous prenez votre douche. Qu'est-ce que vous préférez, les enfants? D'accord? Comme ça, tu évites les discussions qui n'en finissent pas. Et ça permet aussi d'attribuer une... Oui, ça permet de préserver ton autorité. Il n'y a pas de troisième option. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Non, c'est bon. OK. Donc, on va faire maintenant un petit résumé de notre partie sur la discipline, qui fait juste 10 pages dans le livre, et on a passé juste 4 mois dessus. Non, je rigole. En quelques mots, l'idée essentielle de ce chapitre, c'est régularité, fermeté bienveillante, assurance. Et ça, en fait, c'est les outils de la discipline selon le Rav Jacobson. Régularité, fermeté bienveillante et assurance. Vous vous souvenez, on avait vu ça au début du cours. Les rapports de force, les cris, les menaces et les violences, c'est en fait des facteurs de déflagration. Ça ne mène nulle part. Alors, le Rav, il nous donne des travaux pratiques. Donc, je vais vous inviter à prendre un petit papier si vous avez, pour noter. Sinon, je vais vous envoyer la photo en même temps sur le chat. Je vais le faire maintenant parce que je n'ai pas oublié. Éducation. Donc, il nous dit, exercez-vous à, premièrement, écrire un règlement familial basé sur les valeurs familiales préalablement établies avec son époux. Okay, c'est ce qu'on avait vu dans les cours précédents. Il dit maximum 8 règles. Ensuite, cernez les domaines où votre enfant n'a pas de difficulté à obéir, que ce soit la douche, les devoirs, le repas, peu importe, et on multiplie les occasions qu'il se voit obéir à ses parents. OK? Ensuite, un autre outil qu'il nous avait donné au départ, c'était avant de répondre. Par exemple, maman, est-ce que je peux aller dormir chez ma copine Shabbat? D'accord? Tu vois, avec papa, bonne idée. Mais tu dis de toute manière, attends, je vais réfléchir. Ou alors, tu marques une pause avant de dire oui. Parce que même si papa, il est d'accord, tu sais qu'il est d'accord. Bon, alors, par exemple, maman, est-ce que je peux prendre un goûter maintenant? D'accord? Tu marques toujours une pause avant de dire oui. Pourquoi? Pour que l'enfant comprenne. C'est pas forcément exactement. Et que, en fait, il y a le choix et que c'est le parent qui décide. D'accord? Faites un petit exercice journalier d'autodiscipline. Et en cas d'altercation,
maintenez fermement et surtout calmement la décision. On avait vu il y a 2 cours ou 3 cours que c'est toujours mieux pour qu'un enfant reçoive une petite injustice, d'accord, plutôt qu'on perde notre crédibilité en tant que parent. Vous vous souvenez de ce passage-là? Ouais. Ok, donc en bref, la discipline, ça constitue la première préparation à la faculté de se plier à une autorité supérieure et à endosser des obligations. Ça procure à l'enfant un sentiment de sécurité et de stabilité. On disait qu'en fait, la discipline, c'est un petit peu comme si, on prenait l'exemple de l'histoire des 3 petits cochons et du loup, tu sais, et qu'en fait, quand un enfant va toujours tester la solidité des murs de sa maison face à l'agression extérieure. Parce qu'un enfant est petit, il se sent un petit peu vulnérable face au monde qui l'entoure. Et donc, le parent fort et stable, d'accord, c'est celui qui va procurer de la sécurité. Donc, en fait, lorsqu'un enfant est, par exemple, un très fort négociateur ou qu'il essaie toujours de pousser les limites, c'est qu'en fait, il a vraiment besoin qu'on renforce le système de discipline autour de lui pour qu'il se sente sécurisé. OK? Ça permet, ça permet de développer, de se sentir sécure émotionnellement, d'avoir une meilleure maîtrise de lui-même, d'acquérir de l'autodiscipline aussi, d'accord? Parce que quand c'est quelque chose qu'il fait de manière régulière, lui-même va prendre l'habitude de faire ces choses. Par exemple, si tous les jours, il se brosse les dents depuis qu'il est tout petit, quand il va être grand, il va continuer à se brosser les dents facilement, d'accord? Si tous les jours, il a l'habitude de faire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut... De faire un état des lieux avant d'aller se coucher, d'accord, de réfléchir à ce qu'il a fait pendant la journée, je sais pas, des choses qu'on peut introduire comme ça dans la routine des enfants. Alors, tous les jours, alors quand il va être plus grand, c'est quelque chose qui va continuer. D'accord? Quand on a quelque chose dans notre routine, c'est quelque chose qu'on continue naturellement. Ça donne de l'autodiscipline, d'acquérir de la discipline de ses parents. C'est aussi un outil essentiel pour exploiter ses potentiels et réussir sa vie. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça, de la mission de vie et comme quoi l'autodiscipline, c'est ce qui permet en fait d'acquérir, d'aller de l'avant, d'avancer et de réaliser son potentiel en réel. La formule de la discipline, c'est un ensemble de fermeté, d'assurance, de calme et de régularité. C'est que quand on perd son calme, on a dit, on réagit plus comme un enfant que comme un adulte. Et que donc, il faut aller travailler sur ses propres émotions, sur sa propre manière de gérer ses émotions pour réagir différemment auprès des enfants. Une fermeté véritable est bienveillante et protectrice et non pas antagoniste et hostile. Il faut établir quelques règles fixes à la maison sur lesquelles il est clair qu'il n'y a aucune négociation possible. Donc, c'est les 7 ou 8 règles là, dont on parlait au début du résumé. Quiconque ne sait pas être ferme quand il le faut sera sujet à de l'agressivité. C'est-à-dire que quand on voit que l'enfant devient agressif, ou que même soi-même on devient agressif, d'accord, il faut essayer d'aller chercher vers une certaine régularité dans les règles, l'application des règles. Il faut essayer de revenir travailler sur le système de règles de la maison. Il faut aussi essayer de dire le minimum de fois non, mais quand on dit non, on s'y tient. Sauf dans un cas éventuel, comme on citait la dernière fois, où on a oublié, par exemple, la petite te dit le lundi, maman, tu peux m'amener manger une glace maintenant? Tu dis, ah non, pas maintenant, je n'ai pas le temps, mais demain, après l'école, je sais même manger la glace. Et puis, tu la récupères le lendemain à l'école et il y a beaucoup d'embouteillages. Elle te dit, maman, on peut aller manger la glace? Tu dis, bah non, chérie, on ne va pas manger une glace maintenant, il est déjà 5 heures. Oui, mais hier, tu m'as promis qu'on allait manger une glace. Alors, tu as déjà dit non, mais si tu lui as promis hier, tu peux lui dire, tu peux choisir de dire, ah, c'est vrai, j'avais oublié. OK, alors on y va. Mais pas si elle te fait un tantrum, une crise de nerfs entre les deux. Si elle se met à crier et à dire, mais enfin, maman, tu m'avais dit que... Alors là, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu dis, écoute, je t'avais dit ça hier, mais vu la manière dont tu prends les choses, ce n'est pas possible. Maman, elle ne s'aide pas quand il y a un tantrum. Je suis désolée, mon fils. OK? Ou ma fille.
Obtenir l'obtempération de l'enfant par la force s'appelle un échec. Donc, quand on en vient à prendre la chacleta et à dire « si tu ne fais pas ça, je vais te mettre une treja », c'est qu'on a échoué, d'accord? C'est qu'on n'a pas la bonne forme d'autorité. Car notre seul but est d'aider l'enfant à réussir, à obéir et pas à le soumettre. Encore une fois, la discipline, ce n'est pas de la soumission. C'est d'offrir un cadre pour que l'enfant s'épanouisse et devienne autonome et apprenne l'autodiscipline et qu'il se sente en sécurité. Okay? Donc, c'est surtout pas la soumission. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, mais moi, non, franchement, tout fait du sens. Moi, je pense que moi, personnellement, j'ai besoin de mettre plus de. J'ai pas assez de routine chez moi. Donc, en fait, c'est ça qui fait un peu. Il faut que je répète 100 fois les mêmes choses, des fois. 100 fois les mêmes choses. Et après, comme à un moment, j'en ai marre de répéter, ben après, ça part, tu vois, dans l'écrit, les machins, les trucs comme ça. Donc, c'est ça le problème. Alors, par exemple, donne un exemple de quelque chose que tu répètes 1000 fois. Par exemple, venez à table, un truc comme ça. Oui, venez à table, va te doucher, des trucs comme ça, quoi. Alors, tu te souviens, on avait dit que pour ça, en fait, il y a un outil qui est pas mal. Après, ça dépend des âges aussi. Mais l'outil de l'organigramme, dans lequel, en fait, vous définissez aussi des tâches. OK, là, par exemple, quand ils sont… Donc, toi… C'est plus les grands. Moi, les petits, ils écoutent plus que les grands. OK, alors les grands, ben, ça va être motivationnel. C'est-à-dire que si tu fais un contrat avec eux et tu leur dis, par exemple, je ne sais pas, c'est quoi leur hobby? Oui, bah ouais, oui, bah après, ouais, Par exemple, toi, si tu laisses voir une vidéo ou un truc comme ça, si tu as un enfant qui te dit, maman, est-ce que je peux jouer à un jeu sur ton téléphone, je ne sais pas trop quoi, Ninja, là où il casse les fruits ou je ne sais pas trop quoi, ou est-ce que je peux regarder un épisode d'une vidéo ou un truc comme ça, tu vas leur dire, écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un contrat, toi et moi. C'est que si tu veux telle chose, d'accord, il n'y a pas de problème, tu peux l'avoir, sous la condition que tel et tel et tel événement se soit arrivé avant et que je n'ai pas besoin de te le dire. Si je dois te répéter qu'il faut prendre sa douche, se laver les dents, etc., moi, tu sais, j'ai envie qu'on ait une bonne relation ensemble, d'accord? Donc, on va faire ce contrat. Ce contrat, c'est que si tu veux avoir, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, mon fils aîné qui a 15 ans, il a le droit à 1 heure par semaine de jeux vidéo, d'accord? Donc, je vais lui dire, voilà, c'est réparti en 2 fois. Vendredi après-midi, une demi-heure, dimanche après-midi, une demi-heure. Et bien, on fait un contrat. Voilà, tu as le droit de jouer aux jeux vidéo le vendredi après-midi, mais avant, tu dois avoir, moi par exemple, je veux qu'il m'aide à préparer les trucs pour Shabbat. Donc, il va se préparer, rentrer à la maison, faire ce qu'il doit faire, préparer ses affaires de Shabbat, se doucher, etc. Et il faut aussi qu'il ait mis le réfrigérateur en mode Shabbat, qu'il ait mis les lampes de Shabbat en route. Et après ça, il peut faire sa PlayStation. Ben, je peux te dire que tu n'as pas besoin d'aller lui répéter. Il sait, il a signé le papier et du coup, il fait le truc. Parce qu'ils sont grands, ils n'ont pas besoin qu'on leur répète. Alors, tu dis juste, par exemple, maman, mais est-ce que je peux jouer à la PlayStation? T'as rempli ton contrat? Oui, j'ai rempli mon contrat. Ok, super, vas-y. Tu n'as pas rempli ton contrat? Non. Ben, alors, remplis ton contrat, puis tu auras la PlayStation. Ouais, ok. Et pour les plus petits, au cas où on a des plus petits qui ne respectent pas ça, tu fais l'inverse. Tu fais par exemple un petit organigramme avec des stickers à chaque fois que l'enfant accomplit la tâche qu'il doit faire. Par exemple, ils les vendent d'ailleurs sur Amazon, des petits organigrammes comme ça avec des petites étoiles que tu scotches. D'accord? Et à chaque fois qu'il se lave les dents, eh ben, il met une étoile. Tu mets l'étoile avec elle à chaque fois qu'elle se lave les dents. Et du coup, elle met l'étoile et à la fin de la semaine, il revote Shabbat Kodesh parce qu'elle a compté 5 étoiles ou je ne sais pas combien, alors tu vas lui donner une petite sucette. Pour les dents, c'est vachement bien. Non. Ou un petit joujou, ou un petit truc, un petit prize dont elle va être très contente et qu'elle va kiffer juste avant Shabbat. Tu vois, un truc, quelque chose de motivationnel qui va lui permettre, en fait, qui va te permettre à toi
De ne pas avoir à répéter les choses 100 000 fois. Parce que c'est vrai que c'est épuisant pour une mère de devoir, ou pour un père, de devoir répéter 1000 fois les choses. Donc, Ok. tu vas utiliser cette discipline et ces outils organisationnels et disciplinaires qui sont en fait motivationnels, réellement. La petite carotte, quoi, en gros. Ok. Ou le contrat pour les plus grands. Merci. Avec plaisir. Débo, tu as quelque chose? Non, pas vraiment. Moi, le seul souci, c'est qu'il y a beaucoup de différences entre le premier, la dernière. Donc, quand il y a des règles de discipline, c'est difficile de faire appliquer les mêmes règles à tous les enfants. Ils ont du mal à comprendre que le grand, il a droit à certaines choses. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est la seule chose qui m'embête un petit peu. Par Mais exemple, bon, ça rentre, ça commence à rentrer. sur les horaires du coucher, par exemple, c'est ça? Par exemple, oui. Eh bien, tu dois justement valoriser ton grand. Ben, C'est ce que je fais. Mais ça a mis du temps à rentrer. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs choses. Par exemple, il a le droit à jouer à des jeux plus longtemps que ses frères. Bon, il y a quelques petites choses. Ça prend du temps. Mais tu peux valoriser ça. Ben, si c'est sur les jeux, par exemple, tu peux le mettre sous forme de valorisation aussi. Voilà, par exemple, bah oui, mais lui, il met beaucoup sur ça ou il fait beaucoup ça. Donc, ça va l'encourager à faire ça. Mais si c'est l'aîné, par exemple, l'aîné, il a certains privilèges que vous aurez au même âge. Vous pourrez vous C'est ce que coucher je à dis. 7h30. Aujourd'hui, vous avez 6 ans, vous vous couchez à 7h ou à 8h. C'est ça. Et Mais j'en ai deux qui dorment dans la même chambre. Celui de 4 ans et de 8 ans. Bah, du coup, celui de 8 ans, il a les mêmes règles que celui de 4 ans. je sais. Donc bon, c'est comme c'est- ça. Petite injustice, mais c'est pas grave. Bah, après, il faut parfois certaines petites injustices, si ça te permet de toi être plus sereine parce que du coup, tu peux passer plus de temps avec le grand qui a besoin à ce moment-là de aller avec toi ou tu vois, ou de passer du temps avec ton mari ou de t'occuper de la petite ou quoi que ce soit. À ce moment-là, une petite injustice, c'est Non, pas mais la... je m'en veux pas du tout. Je me sens pas du tout coupable. Mais c'est juste que c'est dur à faire comprendre, quoi. Ouais, Certaines fois. c'est vrai. C'est vrai. Négociation. Toujours, il y a toujours une négociation derrière. Mais bon, ça rentre, ça commence à rentrer doucement. Tant mieux. Bon, ben, la semaine prochaine, on commencera l'affection, qui sont les fondations en fait, de la maison, donc de la relation entre parents et enfants. Voilà. Et on parlera justement du moment du coucher. On commencera avec ça. Super. OK? Très bien. Je vous souhaite un bon Shabbat. C'est Parashat Beau, c'est un Shabbat très spécial.